Le cercle RH, notre débat quotidien de Smart Job, on va parler de l'égalité homme-femme, de la mixité, avec des évolutions, il y en a eu, des barrières et des mythes. Il reste encore des mythes, et on reviendra évidemment sur cette notion de mythe. Où en sommes-nous exactement? C'est la question qu'on va se poser avec mes invités. Ingrid Bianchi, merci d'être avec nous, responsable de Diversity Source Manager. Vous nous expliquerez évidemment ce que vous faites exactement. À vos côtés, Marie-Christine Maéas, directrice du Centre Mazars pour la diversité et l'inclusion, avec un travail commun. Je voudrais le présenter, à la fois des études très détaillées menées chez Mazars, et puis ce livre dont on va découvrir la couverture. J'aime bien le titre, Remixer la mixité, édition Erol. Il est sorti en novembre 2021, c'est-à-dire l'an passé. Et vous revenez justement aussi sur ces idées de mythes. On reviendra parce que ça fait penser évidemment à l'histoire ancienne. Et puis avec nous, Hortense Deroux. Bonjour Hortense, présidente de GEF et associée au sein du cabinet Ashurst. Je l'ai bien dit. Ashurst. Ouais. Je l'ai bien dit. Presque. Non, c'est très bien. J'ai 26 minutes pour bien le dire. Et puis GEF, quand même pour le préciser, c'est les femmes dans les grandes écoles. C'est grandes écoles au féminin. Quand vous dites grandes écoles, juste balayons le spectre, Polytechnique, l'ENA, toutes les grandes écoles françaises. Exactement, oui, tout à fait. Un mot quand même, commençons par le début. Où en sommes-nous? C'est la question qu'on se pose au début de notre émission. Moi, de ma fenêtre, et ici, nous avons fait beaucoup d'émissions. Nous avons reçu Marie-Josie Merman, nous avons reçu Marie-Pierre Rixin, qui sont des lois importantes, la place des femmes dans les conseils d'administration, les femmes dans les COMEX. Est-ce que, avant de démarrer un diagnostic parfois un peu sombre, vous dites oui quand même, la France, dans le paysage européen, est plutôt bien placée? C'est ce que oui. Vous dites chez Mazars. Oui. Quand même. Absolument, oui, chez Mazars. Et ailleurs. Et partout. Et à l'Observatoire et à l'Observatoire de la mixité, dont nous faisons toutes les trois parties, qui est un think tank qui s'intéresse aux mesures qui fonctionnent. Oui, nous sommes dans un pays de cocagne. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais en tout cas, on a l'arsenal législatif le plus développé quasiment au monde. Avec la loi Rixin, nous sommes le seul pays au monde. L'Allemagne a une loi qui s'apparente à la loi Rixin, mais beaucoup moins ambitieuse. Et entreprise de plus de 1000 salariés, il faut le préciser, voilà, pour le loi Rixin, c'est un débat aussi 30% en 2027 et 40% en 2040 sur les instances dirigeantes. Voilà, c'est unique. C'est unique. Donc ça veut dire que la France fait partie des bons élèves dans cette volonté, puisqu'on n'y est pas arrivé, d'égalité homme-femme. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, en fait, il y a véritablement une volonté politique et des moyens, des outils qui sont mis à disposition pour avancer dans les entreprises. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait une volonté des dirigeants et puis des outils, des process qui soient mis en place. Et en fait, on est quand même confronté dans les organisations à des représentations culturelles qui finalement maintiennent aussi les difficultés dans les organisations. Ce qu'on pourrait associer à la notion de mythe, puisque c'était la thématique, représentation culturelle, recèle des mythes. Enfin, il y a quand même cette idée-là, une forme on parle du patriarcat, d'habitudes finalement sociologiques qui font que, comme ça, sans y penser... Des rôles qui sont déterminés pour l'homme, dans les hautes responsabilités, et puis pour la femme, plutôt un rôle très légitime dans la gestion de la vie familiale. On va y venir, la maternité, enfin tous les éléments qui font qu'on peut justifier le fait de ne pas faire monter en grade une femme ou de la nommer à un poste. Hortense, je ne vous l'ai pas demandé, mais parmi toutes ces écoles, puisqu'en fait ce sont des représentants des 10 grandes écoles, vous faites partie d'une de ces écoles, j'imagine ? Oui, je suis diplômée d'HEC. D'HEC. Donc il y a les alumni des écoles et puis il y a ce groupement, le GEF. Qu'est-ce qui ressort de toutes ces paroles de femmes qui toutes ont fait de très belles études, Polytechnique, l'ENA, HEC, enfin toutes ces grandes écoles? Qu'est-ce qui ressort? C'est quoi le fil rouge? C'est je suis contente de ce que j'ai fait, mais je ne suis pas arrivée là où j'aurais dû être. Est-ce que vous l'entendez? Ou est-ce que la société m'a quand même permis, malgré toutes les contraintes, d'accéder à quelque chose qui m'épanouit, qui me donne du sens? C'est vraiment l'ADN de GEF, c'est-à-dire que c'est une association qui existe depuis 20 ans et qui a été constituée en fait par plutôt un groupe d'amis qui se sont rendus compte qu'elles avaient toutes les cartes en main et qu'en dépit de toutes ces cartes en main, elles n'arrivaient pas à avoir les carrières et qu'elles étaient bloquées à un moment. Donc c'était il y a 20 ans, c'était le fameux plafond de verre. Aujourd'hui, on est sur des sujets qui ont un peu évolué parce que comme vous l'avez dit, quand même, la situation s'est améliorée un peu et il ne faut pas le nier, mais on est toujours là pour parler de ce sujet. Il y a encore des lois qui sont prises, il y a même un empilement un peu législatif
qui est nécessaire. Mais Empilement, vous trouvez qu'il y a... Bah, non, Empilement, il y a un côté péjoratif. Oui, mais parce que... Alors moi, je suis juriste aussi, c'est pour ça. Hein, mais il y avait des dispositifs qui existaient déjà. Normalement, on devait avoir une mixité dans les derniers rounds de nomination pour certaines fonctions dans les sociétés. C'était prévu dans le Code de commerce. Oui. Mais il n'y avait pas de sanctions, il n'y avait pas d'outils. Voilà. Et donc, on a besoin un peu d'effet d'annonce. On a besoin de ces textes, on a besoin des quotas. Enfin, moi, j'en suis intimement convaincue pour faire changer les cultures. Voilà, tout ça pour dire que quotas, les femmes... vous posez le mot sur la table. Ah, vous dites, on a besoin de quotas. Oui, de toute façon, les lois, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Mais les lois Rixin, c'est des lois de quotas. Enfin, je veux dire, c'est des. Oui, les lois de quotas. Le mot. Et la loi Rixin est arrivée pour une raison précise, c'est que la loi Copy-Zimmermann, qui instaurait donc des quotas sur les conseils d'administration, on pensait en l'instaurant que cela aurait eu un impact direct sur les comités exécutifs et comités de direction, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc voilà, ces députés soutenus par des experts, etc., s'y sont attelés et ont dessiné une loi qui ne parle pas uniquement de quotas, hein, mais il y a vraiment ce bloc. Le Sénat a un peu hésité, vous vous souvenez, puis finalement, on y est. On y est. Non, parce qu'il y a eu un débat aussi à l'intérieur du Sénat sur attendez, est-ce qu'on ne va pas trop loin, est-ce qu'on ne va pas trop vite, et qui m'amène à vous faire parler des fameux mythes, en tout cas des points où ça bloque. Un des mythes principaux, enfin en tout cas celui qui ressort, c'est la maternité. Oui. Pourquoi ça bloque ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes ou de ceux qui vont décider dans les conseils d'administration, de ceux qui ont le pouvoir de nommer ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'idée qu'une femme, c'est ça le mythe, ne peut pas assumer des responsabilités importantes parce qu'elle devra s'occuper de ses enfants, parce que c'est de ça dont il est question. On associe de manière inconsciente une sorte d'inaptitude au fait d'enfanter, tout d'abord, donc il y a la question de la grossesse, puis d'avoir des enfants, donc de les Vous avez raison. élever. Une femme qui réussit, finalement, dit, on le voit dans certains films fiction, je mets tout sur ma carrière, mais malheureusement, je ne pourrai pas avoir d'enfants. C'est sacrificiel. C'est sacrificiel. Tout à fait. Je me sacrifie pour ma carrière, je serai une Wonder Woman, mais je ne serai pas une mère de famille. Voilà. Ou en tout cas, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Ça, c'est le premier mythe. C'est le premier mythe qui, finalement, représente une discrimination et en plus, dans une grande mesure, c'est faux. Donc c'est vraiment, si on veut revenir à la question des mythes, ce sont des histoires que l'on raconte, que l'on re-raconte, et à force de les entendre, on finit même par les croire. Et ça forme des freins naturels à la progression des carrières des femmes. Et donc la maternité... donc c'est dans ce livre que l'on a fait entre l'Observatoire de la mixité et Mazars, c'est Aurélie Leblanc qui travaille chez Arkea, qui s'occupe des talents chez Arkea, qui l'a très bien décrit. Et elle dit donc très bien que ça représente une discrimination et une contre-vérité, parce que il faut ramener ce qu'est la maternité. La maternité, c'est une absence. C'est vu comme ça, en tout cas, pour le mythe. Or, il y a des tas de manières d'être absent ou improductif dans une entreprise. Oui. Et ces manières d'être absent ou on peut être à son bureau, ça. Enfin, aussi, on peut être à son bureau et très absent. On l'a vu, pendant la pandémie. On peut être malade, c'est ça. Et simplement, on se concentre sur l'idée de maternité comme étant l'absence qui finalement disqualifie pour toute carrière. Or, il y a des entreprises, et maintenant on en a un certain nombre qui le démontrent, qui sont capables de former leurs managers à faire en sorte que les maternités ne deviennent plus ou beaucoup moins un problème. C'est-à-dire ça se prépare, ça s'organise, ça permet de laisser des chances à certaines personnes qui vont prendre le relais pendant l'absence. Bien sûr. Bref. Ça peut faire partie des process d'entreprise. Mais vous êtes la génération qui va porter les grandes entreprises. Enfin, c'est comme ça que ça devrait se vivre. Quand on regarde le CAC 40, on se dit c'est incroyable. C'est que des hommes qui dirigent ces entreprises. Alors ça change un tout petit peu. Non mais là. Légèrement. Enfin, excusez-moi. Donc il y a une lueur 40, il y a une entreprise. Oui, une. Enfin, oui, ça avance un tout peu. Il n'y a pas que le CAC 40 non plus. Non mais il y a le SBF 120. Enfin, non mais bien sûr. Comment vous expliquez cela, entre vous, quand vous êtes dans ce club de femmes qui vous exprimez, qui essayez de faire avancer les choses? Qu'est-ce qui justifie ce forme de machisme dans ces postes éminents?
Alors, il n'y a rien qui le justifie, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a une érosion entre ce qu'on voit dans la masse salariale d'une entreprise et ce qu'on a après à la tête Petit à de petit. l'entreprise. Il y a une sorte de tête d'épingle. Et dans la tête d'épingle, il y a effectivement une grande majorité d'hommes. Et comment ça s'explique? Par tous les freins qu'on a essayé de déconstruire dans la publication, effectivement, Mazars, à laquelle Jeff a contribué aussi, pour justement ne plus avoir ces prétextes, parce que ce sont des prétextes, que sont la maternité, la femme n'a pas d'ambition, la femme est averse au risque. Mais tout ça, ce sont des choses qu'on entend. Croyances. Et en fait, c'est un conditionnement culturel, éducatif. Vu qu'on est entre nous, vous pensez que les hommes ont peur des femmes? Non, je ne crois pas qu'il faille poser le débat Sur comme le ça. plan presque freudien, c'est-à-dire que tout d'un Non, coup... il peut peut-être y avoir, je dirais pas peur des femmes, je ne pense pas qu'on en soit là, mais il peut y avoir la peur peut-être de s'engager sur le sujet. Il y a cet institut américain Catalyst qui a fait une très bonne étude sur les raisons pour lesquelles les hommes avaient du mal à s'engager sur la question de mixité. Ils sont au nombre de 3, ces freins, c'est la peur, l'ignorance et l'apathie. Et la peur, c'est pas la peur des femmes, mais c'est la peur de s'engager. La prise de risque. La peur de dire des bêtises, la peur de perdre son statut, parce que la question de la mixité, c'est pas encore extrêmement sexy comme sujet d'entreprise, il faut bien le dire. Donc la peur finalement d'être sur un sujet que l'on ne maîtrise pas vraiment. Il y a la peur aussi de ne pas avoir le bon langage, et ça c'est une chose sur laquelle on peut travailler ensemble. Allez-y, Hortense. Non, puis c'est l'altérité, c'est-à-dire que c'est plus facile de recruter quelqu'un qui vous ressemble complètement. C'est une sorte d'endogamie, là, Exactement. en l'occurrence, Donc, qui fait que... Et puis il y a on des se rassure. fonctionnements Le différents. premier, c'est le genre, et puis après, vous avez les études, les origines. Mais le mot quota a été posé, je vous pose la question, parce que votre cabinet RH travaille sur cette question de diversité, et on a eu ce débat aussi sur ce qu'on a appelé l'affirmative action, la discrimination positive aux États-Unis. Ça a été très critiqué en France. Certains disaient, mais comment on fait? Parce qu'il faut faire des quotas. Alors les Américains, les quotas d'hispanos, les noirs américains, enfin, cette question est un peu un casse-tête. Est-ce que la question des quotas ne pose pas aussi la question de se dire, mais quotas, mais est-ce que c'est pas la compétence d'abord? Si ces femmes sont compétentes, il faut qu'elles aient leur chance pour monter dans l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le quota donne l'impression qu'on a eu des invités qui nous disaient, mais nous, à diplôme égal, c'était une compagnie d'assurance, me semble-t-il, nous, on choisit une femme. Oui, mais à compétence égale, en fait. Ouais. Tout l'enjeu, c'est le processus de sélection qui doit être totalement équitable. En fait, on ne parle pas de discrimination a priori, mais dans le processus de sélection, à un moment donné, il faut bien choisir un candidat sur une sélection de 2 ou 3 candidats. Et il se trouve que à compétence égale, ça sera intéressant, justement, si on veut diversifier ses équipes, d'aller chercher des profils différents. Donc là, en l'occurrence, pour une organisation où il y a plus d'hommes, d'aller identifier des femmes, mais pas au détriment de la compétence. Donc tout l'enjeu... C'est ça que Et oui, la confusion qu'on peut avoir, c'est ça, c'est qu'on se dit qu'un quota, c'est on va placer une femme coûte que coûte. Certaines sont en colère. On en a une sur un plateau, lors d'un débat, qui nous dit, mais attendez, mais je ne suis pas un quota. Enfin, je veux dire, je suis une femme, j'ai mes compétences. Il y en a qui en reviennent. Il y a des femmes qui considéraient effectivement qui étaient contre les quotas, et beaucoup ont compris, et on le voit, je crois que c'est pour ça que la loi Rixain est arrivée. On a vu l'effet extrêmement positif quand même de la loi Copé-Zimmermann. Non seulement ça a donné une dynamique très vertueuse, et puis ça a aussi permis aux femmes de s'autoriser finalement à se présenter. Tiens, autoriser, c'est le plafond de verre. Ça, c'est l'expression qui revient assez régulièrement quand on fait ces émissions autour de l'égalité homme-femme. C'est quoi le plafond de verre? Quelle définition vous émettez? C'est j'ai le niveau, mais non, c'est pas pour moi ça, c'est trop haut, parce que c'est quoi? C'est une forme de censure? On s'auto-censure? C'est dans les deux sens, le plafond de verre. C'est à la fois le plafond qui est mis par les personnes au-dessus. D'accord, on vous le pose. Voilà, et c'est le plafond qu'on peut effectivement se mettre. Mais vous l'avez vécu, vous, dans votre quotidien, au-delà du GEF que vous représentez sur ce plateau, mais vous, personnellement? Vous l'avez vécu, cette sensation de vous sentir être une femme et donc avoir ce plafond de verre au-dessus de la tête, ou pas? Il y a quand même... Je suis dans un milieu qui est un peu particulier parce que c'est des professions libérales. Donc, alors j'exerce au sein d'une structure, effectivement. Donc, c'est, on va dire, plus atypique que les entreprises. Donc tout va bien chez vous alors? Je dirais pas que tout va bien. Si vous regardez le barreau de Paris, non, tout va pas bien. Et si vous regardez les associés dans les cabinets d'affaires... Je ne veux pas vous critiquer votre cabinet magnifique, mais il y a beaucoup d'hommes chez les avocats aussi, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'hommes et effectivement, on a aussi cette pyramide avec beaucoup de femmes au début et beaucoup moins d'hommes à la fin. Exactement. Donc il y a des actions effectivement qui sont prises au niveau des grands cabinets, mais pas dans les petites structures. On est d'accord. Vous parliez d'ambition, en fait, c'est vraiment tout l'enjeu de l'image ou de la représentation qu'on peut avoir sur les femmes
femmes. Et justement, plus on monte dans la hiérarchie, plus on se dit, est-ce que les femmes ont envie d'aller jusque-là? Est-ce qu'elles ont de l'ambition pour pouvoir progresser? Et en fait, on se rend compte que, on estime que les femmes, en fait, ont moins d'ambition que les hommes. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'elles n'y arrivent pas. Non pas qu'on ne leur propose pas ou qu'on les bloque, mais potentiellement qu'elles ne se positionnent pas. Or, En fait, c'est faux. Il y a toute une bienveillance qui est assez terrible, où en fait, on pense à la place de l'autre. C'est-à-dire que je ne vais pas lui proposer tel poste parce qu'elle vient d'avoir un enfant, parce qu'elle vient de se marier, parce qu'elle est mariée, parce que je pense, moi, qu'elle n'aura pas l'idée de je pense à sa place, ça c'est très vrai. Je pense à sa place. Il faut au moins poser la question. Il y a une projection. Ouais. Cette bienveillance, entre guillemets... Que certaines ne réclament absolument pas, en se disant, mais je veux grandir, je veux progresser. Et ça, je c'est veux intéressant. faire toute seule. Et donc, comme vrai. le disait Hortense, c'est vraiment dans les deux sens. Les trois leviers qui freinent, qui expliquent l'absence des femmes dans les instances dirigeantes ou la faible présence, c'est vraiment d'une part les process d'entreprise, la manière dont les entreprises sont organisées. Le mode de recrutement, la façon le dont- mode de recrutement, Oui, les horaires de travail, C'est du les RH. horaires de réunion. les réunions à 19h, bien pratique. Les modes d'évaluation, présentiel. plus ou moins objectifs. Donc il y a tout ça. Le deuxième bloc, ce sont les hommes, et souvent inconsciemment, en tout cas on l'espère, par justement les mythes dont ils sont empreints, cette Oui, c'est porté depuis manière des siècles. qu'ils ont de reproduire ce qu'ils ont connu et de Leur environnement familial, la créer plupart du temps. autour d'eux un environnement qu'ils connaissent, et, entre autres choses. Et puis le troisième facteur, c'est effectivement les femmes qui ne se mettent pas autant en avant que les hommes et sont disqualifiées. Les femmes qui ne vont pas demander autant de promotion ou d'augmentation. Voilà, tous ces moins freins, du col, pour le dire. tous les freins que nous nous mettons, qui sont liés à la manière dont nous avons été élevés et sur lesquels on peut mettre le doigt en tant que femme. Et une fois que l'on met le doigt sur ces freins, on peut y travailler aussi. Mais juste un mot, j'écoutais un reportage et j'ai eu un dîner hier avec une femme chef d'entreprise, 700 salariés, et je lui demandais, sans d'ailleurs imaginer que je la prolongerais sur ce plateau, mais je lui disais, mais comment vous faites, vous, en tant que femme, elle a 3 enfants, lorsque vous quittez la maison, c'est-à-dire que le lendemain matin, elle partait à 7h30 et que c'était compliqué pour elle d'organiser sa journée, que son mari était lui-même chef d'entreprise. C'est des choses que vous vivez, ça aussi. Alors, est-ce que vous auriez posé cette question à un homme mais chef d'entreprise? je vais aller, je vous pose cette question je vais aller au bout de la réponse. Ça veut dire qu'il faut repenser aussi le mode d'organisation familiaux. Enfin, pour le dire simplement. Parce que son mari est aussi chef d'entreprise. Et qu'à un moment donné, s'il n'accepte pas le deal de garder les enfants parce qu'ils ont un enfant de 5 ans, pour être très concret. C'est un travail de couple, en fait. Voilà, ça ne marche pas, en fait. Vous êtes d'accord, ça, avec ça? Il faut que votre mari, votre compagnon joue le jeu. Alors après, il y a aussi la famille autour, il y a une organisation familiale qui peut être mise en place, mais c'est clair qu'on ne peut pas... il faut rééquilibrer, en fait, la place de l'homme et de la femme. La femme dans les entreprises, les deux au sont travail, liés. Et l'homme aussi plus de place. C'est la sphère privée. Qui déteint. C'est-à-dire que la sphère privée, on ne peut pas la réglementer. Enfin, il y a des choses, on peut interdire certaines choses. Non. Quand il y a faut pas que l'État aille trop loin non plus, quand même. Mais l'État ne peut pas aller là. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec les ministères. On a tout un travail, toutes les trois, là, avec les organisations qu'on représente, pour aider le législateur à prendre des lois qui vont changer la culture, mais on a des leviers sur l'entreprise et on espère qu'en changeant l'entreprise et cette culture-là, on va réussir à ruisseler aussi dans la sphère privée. Et la politique familiale qui donne un congé paternité très utile. Et ça, tout ça, c'est un exemple. Ça, c'est un élément fort, ça. C'est vraiment un exemple de la loi qui s'applique à l'entreprise et finalement qui va entrer à la maison. Mais il y a quand même quelques raisons d'être inquiet sur ce point-là, parce que les dernières études montrent que dans les jeunes couples, parce qu'on a tendance à dire, mais ça n'est plus du tout une question chez les jeunes couples. Or, la répartition du temps sur les dernières années, passée sur les charges ménagères, exactement. La seule amélioration que l'on a vue sur les 10 dernières années, c'est le temps passé avec les enfants. Donc, ça n'a pas bougé pour l'aspirateur et la lessive. Donc, on est encore dans le mythe. C'est pas parce qu'on est un jeune couple que tout est à égalité. Alors ça a un peu évolué sur le temps passé avec les enfants. Donc, les hommes, les papas passent plus de temps avec les enfants, mais c'est du temps loisir. Vie privée, vie professionnelle, on voit que c'est un enjeu, parce que si la maman qui a une réunion à 19h doit aller récupérer son enfant à 18h à la crèche,
elle peut pas faire cette réunion. Et donc elle se peut coupe. à distance. Elle peut À distance. Non, mais par ailleurs, elle se coupe aussi, ou peut avoir une réflexion de son supérieur hiérarchique qui lui dit tu n'étais pas présente à la réunion. Enfin, je veux dire, tout ça a une incidence pour son évolution Oui. de carrière. Alors Dieu Il y a du merci, la présentiel. crise sanitaire a Oui. peut-être fait évoluer certaines Oh, oui. choses et le présentéisme a tendance à diminuer. Moi, je le vois dans des organisations avec lesquelles je travaille ou dans lesquelles je travaille moi-même, que cette idée de rester au bureau jusqu'à 20h, bon, on l'a peut-être un petit peu vécu. On va voir sur le moyen Ça a terme. beaucoup changé. Les attentes aussi ont changé au niveau des nouvelles générations. Donc les jeunes ne veulent plus travailler. On le voit bien avec tout ce qui se passe en ce moment sur la grande démission aux États-Unis qui arrive en France. Les nouvelles Emploi générations. sous-qualifié, hein, on n'est pas sur des postes de cadre supérieur hein, pour l'instant. Enfin, Mais quand même, il y a un mouvement qui est en train de se jouer quand même chez les cadres. Ras-le-bol. Alors, c'est pas qu'on n'a plus envie de travailler, c'est que les gens veulent travailler différemment. Différemment, ils veulent travailler. Et voilà. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il faut repenser les modes d'organisation, peut-être plus de souplesse et de flexibilité. Et ce qui était avant demandé uniquement par des femmes devient aujourd'hui sollicité par les hommes et les femmes. Je suis d'accord. aussi. Vous avez 15 secondes chacune. Comme il y a Marie-Pierre Rixin qui était venue sur ce plateau et que vous êtes aussi regardée par le législateur, qu'est-ce que vous leur demandez, là, aujourd'hui ? Quelles sont vos revendications ? Puisqu'on est en pleine campagne présidentielle. Moi, je leur demande une autorité indépendante pour appliquer les lois qui existent. Voilà, c'est très précis. Donc les décrets soient sortis et qu'on les applique. Et qu'on les applique et qu'il y ait une autorité dédiée. Parce que la question de la l'égalité, c'est un pourcentage du PIB qui est aussi important que la lutte contre la corruption. Donc un Et ministre... on a une AFA pour la corruption. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Une autorité, pas qu'un ministre. Une autorité, j'ai entendu. Moi, je leur demande que Marie-Christine. l'équivalent de la loi Rixin soit voté pour le public. Il y a une loi qui s'appelle la loi Sauvadet qui n'est pas appliquée. Et il faut absolument que les organismes qui sont nos législateurs, qui sont, bref, notre fonction publique, pour que tout ça fonctionne vraiment, qu'il y ait ces mêmes quotas appliqués. 10 secondes, Ingrid. Moi, ce que je pense important, c'est d'accompagner les entreprises financièrement, d'autant plus encore aujourd'hui, à mettre en place des actions, parce qu'il y a des volontés, notamment dans les PME, mais il n'y a pas forcément les moyens, il n'y a pas forcément de personnes dédiées, et le fait de pouvoir avoir une aide fiscale, notamment dans la mise en place d'actions, serait, à mon avis, très utile. Merci à vous trois. Merci, mesdames, d'être venues nous rendre visite. Remixer la mixité, c'est chez Erol. Et puis, je voulais remercier Hortense Deroux, présidente du GEF et qui est aussi avocate associée, je l'espère, dans ce cabinet dont je n'arrive pas à prononcer le nom, Ashurst. Merci à Ingrid Bianchi, responsable Diversity Source Manager, qui est un cabinet RH spécialisé sur ces questions. Et puis, je remercie Marie-Christine Maéas, directrice du Centre Mazars pour la diversité et l'inclusion. Sujet pas assez sexy. Et de l'Observatoire, pas assez sexy à vos yeux, mais c'est un sujet essentiel dont on parle beaucoup sur ce plateau. On termine notre émission justement avec les cadres. Qu'est-ce qu'ils en pensent de la présidentielle, nos cadres ? On en parle tout de suite.